Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter un nouvel épisode de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Au cours de cet épisode, nous allons regarder la situation en Haïti. Aujourd'hui, nous n'aurons pas d'invité, nous allons décortiquer un petit peu l'actualité, point par point, l'actualité immédiate. En particulier l'arrivée de cette force internationale qui se dessine de plus en plus, c'est-à-dire les forces kenyanes. Il y a d'ailleurs à la fin du mois de mai cette visite du président kenyan à Washington où il sera question d'Haïti mais sans Haïti, comme il a été question avant la mise sur pied de ce conseil présidentiel d'Haïti sans Haïti. Ce n'est pas la première fois, mais quelles sont les conséquences, quelles sont les perspectives? Entre-temps, la situation sur le terrain s'aggrave. Les gangs armés continuent de malmener la population. On parle de plusieurs dizaines, même de centaines de personnes qui ont déjà quitté la zone de Gressier, par exemple, où des hommes armés, depuis quelques jours, font la pluie et le beau temps, après avoir pris et détruit le commissariat de la ville de Gressier. On va regarder aussi l'issue de ce conseil présidentiel, puisqu'apparemment, si l'on en croit le New York Times, il y a une menace sur le Conseil. La communauté internationale a un plan B, le Conseil présidentiel pourrait être aussi remplacé si une entente n'est pas trouvée très rapidement. Voilà quelques points que nous allons discuter avec vous, que nous allons décortiquer pour vous. Restez là, ne bougez pas, n'oubliez pas de partager, de donner votre opinion. Ce sera avec plaisir que nous échangerons avec vous. À la technique, c'est notre ami Hubert Moller que nous saluons. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Et comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous allons décortiquer l'actualité pour vous. Nous avons choisi de passer l'actualité au crible fin pour une raison très simple. C'est que la question kenyane est revenue sur le tapis ces derniers jours. Il faut dire que depuis l'annonce de la mise en place du conseil présidentiel, il y avait la question kenyane qui, parallèlement à ça, venait, si on veut, sur le même plateau. Comme s'il s'agit d'une exigence de la communauté internationale qui veut que, parallèlement à cette solution politique, il fallait la mise en place de ce conseil, de cette mission internationale. Alors, de quoi il en est? Vous le saviez depuis un certain temps, le gouvernement de Ariel Henry avait demandé au Conseil de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU, d'envoyer cette force en Haïti. Il y a eu tractation sur tractation, il y a eu aussi recul sur recul, le Canada, les États-Unis, par la suite, au fur et à mesure, on a entendu des pays qui s'offraient et qui se retiraient. Même le Kenya, plusieurs fois, s'est retiré sur la base de décisions judiciaires par rapport à la question de la sécurité en Haïti. Entre-temps, comme nous l'avions déjà analysé, chaque fois que la communauté internationale laisse l'impression d'un recul basé, selon la propagande, sur la base de risques sur le terrain, ça renforce la confiance des gangs armés qui rivalisent d'horreur, qui rivalisent de massacres et qui multiplient les péripéties pour la population civile, pour la population haïtienne. Les nouvelles cette semaine sont des plus terribles, avec l'attaque contre le commissariat de Gressier et des dizaines et des centaines de personnes qui sont en train de fuir, qui sont en train de chercher refuge dans des villes voisines de Gressier. Évidemment, Carrefour ne représente pas l'alternative la plus intéressante, puisqu'il y a aussi Boudba qui est en train de sévir de la zone de Carrefour. Carrefour qui jusqu'à présent représentait une sorte de havre de paix et qui permettait aux commerçants du Sud de déverser leurs marchandises sur le département de l'Ouest. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors revenons à cette force internationale. Il y a cette rencontre
entre les autorités kenyanes, le président kenyan qui doit faire un voyage à Washington pour rencontrer son homologue américain, Joe Biden, autour de la question haïtienne. De quoi il sera question? Évidemment, de l'aide de la communauté internationale, puisque comme on le sait, le Kenya veut aussi tirer son épingle du jeu. Le Kenya veut avoir une garantie budgétaire de plusieurs centaines de millions de dollars avant d'envoyer les premières troupes sur le terrain en Haïti. Mais ce qu'il faut souligner, et qui est important, c'est qu'il y a déjà des troupes américaines sur le terrain. On parle des troupes venues pour la construction de bases militaires, mais il y a 2 avions ces derniers jours, 2 gros Boeing, qui ont atterri à Port-au-Prince et qui ont déjà commencé à mettre en place la base militaire qui sera dans la périphérie de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Alors, comment se présente aujourd'hui la situation? La réponse est simple. La communauté internationale veut que les acteurs haïtiens comprennent qu'elle est en fait la seule à décider de l'issue de cette crise. D'autres diront que, comme elle est derrière aussi la crise, elle est la seule à pouvoir solutionner, ne serait-ce qu'en apparence, la question brûlante de l'insécurité, par exemple. Parce qu'entre toi et moi, parce qu'entre nous, comme je le dis souvent dans mes analyses sur les médias internationaux, je dis toujours que je me sens un manque de légitimité par rapport aux Haïtiens qui vivent à l'intérieur du pays, sur le terrain, pour dire s'il faut ou s'il ne faut pas que des troupes internationales viennent au secours de la population en Haïti. Pour une raison très simple, est-ce que je suis toujours anti-interventionniste? Oui, mais dans la réalité, ce sont des centaines, des milliers de personnes qui meurent régulièrement dans les attaques des gangs armés. Avons-nous la possibilité de résoudre seule la situation? On l'a prouvé plusieurs fois qu'on n'a pas cette possibilité, qu'on n'a pas les moyens de cette politique, ne serait-ce que pour le moment. Est-ce que la perspective de renforcer la police nationale est une bonne chose? Absolument, et c'est ce pourquoi on a toujours plaidé, on avait même dénoncé le fait que des autorités haïtiennes, illégitimes si on veut, avaient quand même investi des millions de dollars pour acheter des blindés qui finalement, au bout un an et demi, ont fini par être livrés aux autorités haïtiennes. Des blindés qui, dit-on, se trouvaient surtout au service des autorités qu'à la défense de la population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, la communauté internationale va essayer de trouver la solution qui lui convient dans la crise haïtienne. D'ailleurs, le New York Times a publié un article cette semaine qui m'a fait tiquer et qui a fait tiquer plusieurs d'entre nous sur la question du Conseil présidentiel. Il se trouve que le Conseil présidentiel n'arrive toujours pas à s'entendre sur la formule adéquate pour gérer la crise. On a vu ce qui s'est passé avec d'abord le choix d'un président pour le Conseil. C'était entendu apparemment selon une première entente que ce serait une présidence tournante, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs présidents, on parle de 4 présidents, qui se relaieraient d'ici l'organisation de prochaines élections au pays. Il y a eu ce coup d'État, disent certains, cette entente mal fagotée, disent d'autres, qui avait mis le docteur Edgar Leblanc, fils, à la tête de ce conseil. Finalement, le docteur Edgar Leblanc, fils, est revenu vers des sentiments autres et a choisi de revenir à la présidence tournante. Qu'est-ce que ça va donner? Là encore, c'est la grande question. Au moment où on se parle, on n'arrive toujours pas à s'entendre sur la mise en place d'un gouvernement. On n'arrive toujours pas à s'entendre non plus sur le choix d'un Premier ministre. Et la carotte
et le bâton de l'autre, la carotte d'un côté et le bâton de l'autre, la communauté internationale est revenue avec des menaces à peine voilées pour faire comprendre aux membres du Conseil présidentiel qu'une solution B est à l'étude, un plan B est à l'étude. Si le Conseil présidentiel n'arrive pas à s'entendre, la communauté internationale envisage la possibilité d'y aller avec une autre solution, avec en soutien évidemment les forces internationales qui sont présentes dans les prochains jours. On va continuer de suivre pour vous l'évolution de cette situation. Ouais. Pour terminer avec la question de l'insécurité, il y a plusieurs éléments dont il faut se rappeler. Alors, terminer avec la question de l'insécurité. L'insécurité est au cœur de toute l'actualité. On va de temps en temps revenir à cette situation d'insécurité, mais il faut souligner deux choses. D'abord, depuis un certain temps, et même depuis au moins un an, les gangs dominent la quasi-totalité de Port-au-Prince. Et la capitale at large, c'est-à-dire Port-au-Prince et les zones périphériques, on parle de 80% de contrôle par des gangs armés. Je vous ai souligné tout à l'heure que même des zones jusqu'à présent des plus tranquilles sont maintenant occupées par des gangs armés. L'exemple de Gressier est un élément significatif en ce sens. Alors je rappellerai que la situation s'est aggravée ces derniers temps avec aussi cette évasion extraordinaire au pénitencier national avec 3600 prisonniers au moins qui avaient fui lors de cette grande évasion, aggravant évidemment la situation d'insécurité, renforçant les gangs armés. Vous avez vu, le soir même de cette grande évasion, cette immense rencontre que les chefs de gangs de Port-au-Prince, en particulier celui de Village de Dieu, avaient organisé à Village de Dieu pour justement parler des perspectives à venir, c'est-à-dire d'un contrôle quasi complet de la capitale Port-au-Prince. Déjà, Amnesty International, dans un rapport dont nous avons reçu copie, parle de plusieurs milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà fui la capitale depuis le début de l'année. On parle de entre 90 000 et 100 000 personnes qui ont déjà fui Port-au-Prince et ses environs pour se rendre ailleurs qu'à la capitale devenue invivable, comme ça avait été le cas dans les 2 années précédentes. Parlons maintenant de la dette externe, puisque ça fait l'actualité, ça retient aussi notre attention aujourd'hui. La dette haïtienne qui a été, dit-on, au cœur des événements de 2004. Après le 1er janvier 2004, le discours et toute la mobilisation qu'il y avait, le discours du président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, et toute la mobilisation qu'il y avait, allait s'en suivre le coup d'État. Beaucoup disaient qu'il y avait des exactions qui avaient été commises par les autorités de l'époque. D'autres disaient évidemment que c'était une entente entre la communauté internationale et des groupes politiques très spécifiques qu'on allait voir, mais aussi des groupes armés. Et c'est intéressant de voir Guy Philippe revenir dans l'actualité, puisque Guy Philippe était un des éléments au cœur de ce qui allait provoquer la chute du président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Donc, la question de la dette ne peut pas ne pas être liée avec les demandes qui avaient été formulées en 2004 et qui avaient fait tout ce qu'on a vu. Sauf que, autre temps, autre mœurs, on le souhaite, mais les autorités françaises semblent mieux prendre, quote unquote, entre guillemets, la question de la dette aujourd'hui. C'est-à-dire, la France reconnaît que cette dette de l'indépendance a fait des torts considérables.
Il faut dire que la dette, entre-temps, a été fortement documentée. Il y a plusieurs livres, d'ailleurs nous aurons à discuter un de ces jours avec notre ami le professeur Théodate, Jean-Marie Théodate, autour de la question de la dette, puisqu'à la faveur de cette relance, il faut aussi alimenter l'opinion publique d'éléments très concrets de ce que Haïti représentait au moment de son indépendance pour la France. Parce que la France ne s'est pas gênée pour dire qu'un Français sur deux vivait des usufruits de la colonie. Ce qui veut dire qu'il fallait réparer les torts qui avaient été faits à cette population française. Parce qu'il faut rappeler que Haïti était la perle des Antilles, que Haïti représentait la production qui se faisait dans la colonie à l'époque, représentait dans certains cas, et au niveau du sucre et au niveau du café, la moitié de la production mondiale. Et malgré tout ça, il a fallu pour qu'Haïti devienne indépendant, pour que la France accepte qu'Haïti pèse une lourde dette qui aura des conséquences par la suite sur son développement économique, sur son développement social, sur son développement institutionnel, etc. La liste serait très longue. Mais lors d'une cérémonie à Paris cette semaine, nous avons été quand même contents de voir le Premier ministre français reconnaître que cette dette a été une dette injuste et dire du bout des lèvres, mais quand même, qu'il fallait que la France reconnaisse ce tort qui avait été commis. La question de la réparation n'est pas trop loin, mais n'a pas été très clairement formulée. On espère que ce sera pour les prochains jours. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est en train de se faire? Il faut rappeler que lors d'une rencontre de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y avait cette sortie de compatriotes haïtiens pour souligner les méfaits qu'avait apporté ce paiement de la dette pour l'indépendance d'Haïti. Alors, est-ce qu'il faut relancer la mobilisation? Certainement. Est-ce qu'il faut maintenir la mobilisation? Oui. Parce qu'il faut que la mobilisation soit maintenue, et c'est pour ça que toujours derrière les micros où je suis intervenu, j'ai toujours plaidé à ce que la question de la dette soit dépolitisée. Dépolitisée entre guillemets dans le sens de couleur politique. Que ça soit approprié par toutes les organisations de la société civile, par toutes les organisations de défense des droits de l'homme, mais aussi par des partis politiques. Mais que ça ne soit pas porté comme étant un élément, un porte-étendard d'un groupe politique très spécifique, parce que la dette d'Haïti nous concerne tous. La dette d'Haïti concerne la population haïtienne en général. Alors pour ceux qui aiment refaire l'histoire, je rappellerai que ce sont les exportations haïtiennes de l'année 1823 qui ont servi de base, soit 30 millions de francs. Or, dont 15 millions ont été soustraits au titre des coûts de production. Il a ensuite été appliqué une règle française traditionnelle de valorisation des biens à 10 ans de revenus nets d'exploitation, soit 150 millions. À cette époque, il a été observé que cela représente le montant total des exportations de la colonie en 1789, 5 fois plus importante que celle de 1823. Et aussi, pour ceux qui aiment refaire l'histoire, pour dire que les Haïtiens ont choisi d'eux-mêmes, que Boyer voulait faire plaisir à la France en acceptant de payer, je rappellerai que pour contraindre l'ancienne colonie, pour contraindre Haïti à signer l'accord, la France avait imposé un blocus maritime et placé l'île sous la menace d'une flotte composée de 14 bâtiments de guerre armés de 528 canons. Reçus le 8 juillet 1825, les exigences de la France sont considérées excessives et dépassant tous les calculs selon le président haïtien Jean-Pierre Boyer, mais
Le 11 juillet, après 3 jours de réunion et sous la menace de la guerre, le président haïtien finit néanmoins par céder et accepte la proposition de l'envoyé du roi. Ce dernier qui, avec Charles X, ou Charles X, avait prévu que le gouvernement haïtien ne serait pas en mesure de payer le premier des 5 versements, ramène 3 diplomates haïtiens en France où il scelle un premier emprunt de 30 millions de francs or. Haïti n'avait même pas d'argent pour payer cette dette de l'indépendance. La première version, le premier versement, donc c'est encore une banque française qui a payé la France cette première partie de la dette. On va revenir sur la question, comme je vous l'ai dit. Je voulais absolument aborder ces 2 questions. La question de la situation politique actuelle, aujourd'hui, avec l'insécurité, la crise du conseil présidentiel, l'arrivée de troupes internationales, mais aussi jeter un petit coup d'œil sur la perspective d'un retour, d'une relance de la question, d'une restitution de la dette de l'indépendance. Merci d'avoir été là, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de partager, d'échanger avec nous, de poser des questions et aussi de donner votre opinion. Et à bientôt.